Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Lucie Roland. Bonjour Madame Fossati. Bon, on va s'appeler par nos prénoms, hein, ce sera plus simple, je pense, pendant OK, ce pas de webinaire. souci. Merci aux différentes personnes qui se connectent. Alors, on va laisser 2-3 minutes, le temps que tout le monde, enfin toutes les personnes présentes ce jour nous rejoignent. On va en profiter pour se présenter pour ce premier webinaire de la rentrée. Enfin, il y a toute une série de webinaires, on essaie d'en faire chaque mois, bon, sauf au mois d'août, on a pris un petit peu des congés. Je pense que tout le monde a pu se reposer et donc c'est reparti pour une saison de webinaires. Celui-ci a pour intitulé « Construire un dossier RSRNCP solide en 2025 ». Donc, et on va aborder un peu des notions de repères, les erreurs fréquentes qu'on peut observer, les leviers d'ajustement, et puis on va un petit peu parler de certaines petites nouveautés qui sont arrivées avec les différents décrets et arrêtés publiés ces dernières semaines. Bon, même si la teneur des propos abordés aujourd'hui vont être certainement approfondis aussi après la série de webinaires et des publications de France Compétences sur ce sujet. On a très hâte de les voir arriver, mais voilà, il y a quand même déjà pas mal de choses qui sont possibles dans la mise en œuvre et très explicites dans les textes qui ont été publiés. Allez, hop, je regarde sur les connexions. Ah bah super, on a déjà quelques personnes. Bonjour tout le monde. Voilà, super, on a des habitués et puis peut-être d'autres aussi, une nouvelle personne. Donc, le format du webinaire, c'est un petit peu toujours le même. On essaie de le structurer de la même façon. Et puis, vous allez voir aussi que je fais un petit peu de pédagogie au passage pour expliquer à ceux qui sont moins familiers sur le sujet de la certification pour rendre ce sujet accessible au plus grand nombre. On a un programme un petit peu chargé. On va essayer d'aller vite et de vous fournir un maximum d'éléments. Et Lucie, je vais vous laisser vous présenter, nous dire un petit peu qui vous êtes et ce que vous faites, s'il vous plaît. Eh bien, bonjour à tous. Je m'appelle Lucie Roland, je suis responsable pédagogique pour un centre de formation qui s'appelle J'apprends une langue. C'est en fait une entreprise familiale avec notamment mon fils pour ce qui est du côté administratif. Pour parler brièvement de mon parcours, j'ai fait beaucoup d'actions de formation en tant que formatrice en freelance pour différents centres de formation. Et puis, la vie étant ce qu'elle est, et avec mes exigences personnelles, on a souhaité créer notre propre centre de formation et en parallèle des certifications, parce que là aussi, je n'étais pas toujours satisfaite de la qualité de ce qui était fait dans mon domaine. Donc nous, on est spécialisé dans la langue des signes et aussi dans ce qu'on appelle les signes associés à la parole. Vulgairement, on va appeler ça bébé signe, mais c'est un peu plus élargi que ça, puisque on va faire des applications pour les personnes en situation de handicap qui ont des problèmes d'élocution. Donc voilà, et on a réussi à avoir une première certification validée par France Compétences en juin dernier. Celle-ci s'appelle Accueillir et interagir avec une personne sourde ou malentendante. Et on a été brillamment épaulés par Katarzyna tout au long de ce dossier et on est vraiment satisfait d'avoir obtenu tout ça. Oui, surtout c'est un premier enregistrement et un enregistrement pour 5 ans. Bon, c'est aussi le sujet de la certification, je pense. Enfin, il y a c'est un ensemble de facteurs. Hein, on peut pas dire champagne, 5 ans du premier coup, facile. Non, pas du tout. C'est un ensemble de facteurs qui fait qu'on a un enregistrement pour une durée plus ou moins longue. Bon, là, clairement, on est sur un sujet qui est ô combien d'utilité publique. Donc, à mon sens, c'est aussi pour ça que l'enregistrement Oui. a été porté sur 5 ans. Donc, voilà, vous portez une belle... bon, à ce stade-là, c'est plus un projet. Voilà, c'est une certification qui est enregistrée et qui apporte un socle de compétences indispensable à toute personne qui est susceptible d'accueillir du public en entreprise, en organisation, en association, peu importe la structure, parce que on est tous à un moment donné confrontés, lorsqu'on reçoit du public, à interagir avec une personne sourde ou malentendante, hein, et donc c'est vrai qu'on a tout de suite l'image peut-être de la surdité, mais ça ne se limite pas qu'à ça, c'est aussi des personnes tout simplement qui sont appareillées ou pas, mais qui sont en perte
d'audition et il faut savoir réagir, interagir et offrir les mêmes conditions d'accueil à tout le monde. Donc voilà, c'était un énorme travail. Donc à l'époque, c'est un contrat que vous avez signé auprès de SI Consulting et je travaillais à l'époque pour ce cabinet. Et voilà, j'ai eu le plaisir de vous accompagner. Cet enregistrement, ça a été long. C'était un long travail. C'est un parcours du combattant, mais qui s'est bien terminé. Qui s'est formidablement bien terminé. Et voilà, et donc je suis très contente aujourd'hui de vous avoir avec moi pour apporter votre regard, votre retour d'expérience sur tout ce parcours-là. Alors voilà notre petit programme. On va aborder ensemble les attendus de France Compétences, un petit peu réactualiser aussi par rapport aux derniers éléments qui font l'actualité du sujet de la certification, les erreurs et fragilités récurrentes auxquelles on peut être confronté quand on monte un dossier de demande d'enregistrement et comment est-ce qu'on peut y remédier. Et on vous présentera aussi un petit dispositif alors que nous avons mis en place et à destination des porteurs de projets de certification, voilà, pour aller un peu plus loin et pour les aider à monter un dossier de demande d'enregistrement. Hop. Alors, il y a énormément de choses à dire. Donc, le support qu'on est en train de vous projeter, il sera disponible sur demande. N'hésitez pas à nous en faire la demande, on vous le partagera. Parce que je vais devoir aller assez vite sur les slides et il y en a certaines que je vais passer assez rapidement. Je commence toujours par faire un petit point. Je ne sais pas, Lucie, si vous vous souvenez, quand on a commencé notre accompagnement au tout début, il y a eu, je fais ça avec tout le monde et c'est bien normal, à poser vraiment les différences entre formation et certification. Voilà, et au départ, on ne s'en rend pas compte, on confond un peu les deux et on a tendance en fait, quand on remplit notre dossier, à utiliser les mauvais termes, et c'est là où l'accompagnement est vraiment important parce que on fait cette confusion, effectivement. Oui, et puis, comment dire, et c'est tout à fait, normal, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, c'est quand on est organisme de formation, forcément, on raisonne formation. Quand on est organisme certificateur, après, on a cette double vision et parfois, on peut être aussi que certificateur. Voilà. En tout cas, voilà ce qu'il faut retenir, c'est qu'une formation, c'est l'avant, si on résume comme ça, hein, c'est l'avant certification. Une formation prépare à une certification. Je prends toujours cette petite image du jeune étudiant qui va passer son baccalauréat. Pendant toute son année de terminale, il apprend des matières, etc. Et puis, une fois qu'il est bien équipé, bien doté de toutes ses connaissances et compétences qu'il a acquises au cours de son année, il va être convoqué à un examen, le baccalauréat. Il va se retrouver donc sur des compositions écrites et à l'oral face à des évaluateurs, donc des professeurs, mais qu'il n'a pas eu, lui, en cours tout au long de l'année et qui vont évaluer ses acquis. Et une fois que tout ça passe en commission, eh bien, il va se voir octroyer ou pas son examen. Et bien là, c'est la même chose. Hein. Bon, c'est très schématisé, c'est très résumé comme image. Mais quand on suit une formation, on fait l'acquisition d'objectifs donc l'acquisition d'objectifs de compétences, potentiellement aussi de connaissances. Et puis, une fois qu'on a acquis tout ça, on va se présenter à une certification qui va mobiliser des jurys qui ne sont pas les formateurs et qui vont de manière tout à fait impartiale, neutre, intègre, évaluer les compétences du candidat pour lui octroyer ou non la certification. Et donc, quand on crée une demande, un dossier, hein, une demande d'enregistrement auprès du RSO et du RNCP, on travaille vraiment sur l'aspect certificatif. Alors, on parle un petit peu de la formation parce que voilà, il y a un parcours qui prépare on explique comment c'est structuré, comment les choses s'articulent, mais on fait un focus sur la certification et certainement pas sur la formation. Donc, d'où la nécessité de bien dissocier les deux aspects. Potentiellement les nouveaux qui nous ont rejoints, vous avez un chat sur la droite de votre écran, donc n'hésitez pas à y poser vos questions. On va tenter de garder le fil au fur et à mesure et d'y répondre à mesure que vous les posez. Contexte 2025, avec une actualité assez riche au niveau de textes qui ont été publiés. Alors, ce que j'aborde aujourd'hui est loin d'être exhaustif, hein, et puis ce sera complété pendant l'automne par d'autres webinaires où on va creuser un petit peu plus les différents points. On a par exemple
Un décret, un arrêté. Alors, un décret publié le 8 juin qui a précisé les critères d'enregistrement aux 2 répertoires. On va y revenir un petit peu plus loin. Le renforcement des pouvoirs de contrôle et des nouvelles modalités de sanction. Voilà, qu'est-ce qui se passe si on repose potentiellement trop de fois la même certif, enfin, voilà, on en reparlera aussi, ainsi que les conditions d'habilitation des organismes certificateurs. Alors c'est un sujet sur lequel vous êtes en réflexion, vous, Lucie, sur l'habilitation de potentiels partenaires. Enfin, en tout cas, voilà, il faut c'est ça. se poser la question. Oui, ce n'était pas prévu au départ, et puis l'opportunité s'est posée, donc on est en réflexion, effectivement. Voilà, alors, ce discours-là, je l'entends très régulièrement chez les certificateurs. Au départ, ils lancent un projet de certification, ils disent non, je fais entre guillemets cavalier seul, c'est ma certification, je vais la déployer de telle façon. Ok, très bien. Et puis, au bout de quelques semaines, quelques mois après l'enregistrement, on dit ah bah tiens, finalement, c'est quand même étrange. J'ai pas mal de personnes qui me contactent et qui aimeraient bien rejoindre un réseau de partenaires. Ils me demandent si je crée un réseau de partenaires. Et bien voilà, donc les conditions d'habilitation de ces partenaires aujourd'hui sont mieux précisés, mieux encadrés. Voilà. Et puis il y a aussi un arrêté, par exemple, du 3 juillet relatif aux modalités d'accompagnement des personnes engagées dans un parcours de VAE et qui précise certaines choses qui vont, enfin on va dire même qui ont déjà un impact sur la formalisation des dossiers, notamment concernant alors on parlait jusqu'à présent de livret 1, livret 2 VAE, maintenant il y a aussi une étude de faisabilité à intégrer là-dedans, donc voilà, il y a des choses qui bougent et il faut les prendre en compte tout simplement pour que les dossiers soient correctement construits. Voilà. Ces précisions-là, alors moi je parle de mes webinaires que je ferai, que je continuerai à faire, voilà, de manière assez régulière. Enfin, j'essaie de garder en tout cas ce rythme assez régulier. Gardons à l'esprit toutefois que France Compétences, et c'est ça qui compte, a annoncé aussi une série de webinaires ainsi que des publications pour renforcer toutes les précisions qu'ils donnent au travers des textes qui ont été publiés. Et il y aura un premier webinaire qui aura lieu le 25 septembre à 15h30, qui expliquera notamment le décret 2025-500. Je vous invite à y participer, ne serait-ce que voilà, si on n'est pas familier du sujet, parfois c'est plus un moment où on va capter des informations et puis après, voilà, ce sera l'occasion de les décortiquer par la suite, mais vraiment, ce sont des moments importants, donc il faut récupérer ces informations. Alors, petit rappel sur le... Alors, je vois aussi dans le chat, excusez-moi, je rebondis sur le... Oui, alors n'hésitez pas, il y a normalement un petit bouton sur lequel vous pouvez cliquer pour faire la demande de support, et comme ça, on pourra vous l'envoyer directement suite au webinaire, n'hésitez pas à le faire. Les différences entre les répertoires RS et RNCP. Le RNCP est un répertoire national des certifications professionnelles qui va, encore une fois, je vais à l'essentiel, enregistrer, regrouper les métiers ou groupes de métiers homogènes. On va y retrouver des titres de ministère, on va retrouver des certificats de qualification professionnelle, des titres à finalité professionnelle, enfin voilà. Donc, dans le langage courant, on parle de diplôme. Parlons vraiment de certification, enfin, c'est tout ce qui va enregistrer un métier. Donc, des métiers comme toiletteur canin, comme... alors, on a des professions réglementées comme comptable, on va avoir d'autres professions, boulanger, pâtissier, enfin voilà, bref, tous les métiers, informaticien, voilà, ce sont des métiers qui vont être enregistrés au RNCP et qui vont être structurés en blocs de compétences. Quand on parle du RS, du répertoire spécifique, des certifications et des habilitations, et bien là, on va avoir d'autres types de certifications, donc toutes les habilitations et tout ce qui va relever de normes de marché, et tout ce qui va être traduit comme des compétences complémentaires à un ou plusieurs métiers, ou potentiellement des compétences transversales. Chez vous, Lucie, dans votre projet de certification, on a identifié un public cible, donc des personnes chargées de l'accueil en entreprise, voilà. Et donc, ces personnes, on les a dotées, enfin, on va les doter grâce aux compétences de votre référentiel de compétences
complémentaires. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire juste quelques mots sur ces compétences qui figurent dans le référentiel? En fait, on va cibler donc le public. On va essayer de sensibiliser donc ces personnes à la façon dont on aborde une personne sourde ou malentendante. Donc déjà, première compétence, c'est savoir qu'est-ce que la surdité, quels sont les obstacles que rencontrent ces personnes au quotidien et comment on aborde de façon, en respectant, on va dire, la culture de ces personnes et leur sensibilité, comment est-ce qu'on les aborde, comment on les interpelle. Déjà, ça, c'est un premier pas. Si on sait déjà faire ça, on a fait un grand pas vers ces personnes, même si on ne sait pas du tout, si on ne connaît pas du tout leur langue, mais déjà savoir les aborder, ça c'est une des grandes compétences à, à acquérir au départ. Ouais. Et alors moi, la première, hein, c'est voilà, j'ai découvert plein de choses avec ce référentiel parce qu'on se pose la question. Alors comment est-ce qu'on fait pour aborder la personne? Mais tout ça, faut le formaliser. Et puis bon, c'est vous l'expérience en tant que professionnel, parce que vous, c'est votre quotidien hein, finalement. Et grâce à vos explications, on a pu transcrire ça et le formaliser vraiment à travers des compétences et qui sont voilà, qui vont venir. Et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, qui sont des compétences donc complémentaires et qui vont venir doter, rajouter des cordes à un arc de compétences déjà d'accueil des différents publics. Mais là, on est vraiment sur quelque chose de complémentaire. Et donc, voilà, c'est ce qu'on va apporter et qu'on va retrouver au RS. Donc, ces deux répertoires ont chacun leurs caractéristiques. Et l'intégration d'une certification à l'un ou l'autre répertoire est conditionnée par la validation de critères, on va les appeler comme ça, mais c'est le nom hein, qu'ils portent. Donc, il y en a 9 pour le RNCP, 6 pour le RS. Alors, les slides suivantes, parce qu'on est un peu limité par le temps, on ne va pas pouvoir les étudier vraiment en détail, mais je vous ai récapitulé ici les 9 critères du RNCP, les 6 critères ensuite du RS. Donc, ça couvre pas mal de slides. Pourquoi? Parce que ils ont été détaillés, ces critères, et renforcés, précisés, disons ça plutôt comme ça, précisés, avec le fameux décret. Et donc, vous voyez que chaque critère aujourd'hui, enfin pas chaque critère, certains des critères ont été explicités avec des petits tiroirs à l'intérieur. C'est le cas par exemple du critère 2, l'impact du projet de certification professionnelle en matière d'accès ou de retour à l'emploi, s'appuyant sur l'analyse des promotions des titulaires, mentionné à la partie 2, qu'on retrouve un petit peu plus loin quand on prend le texte en entier, et on voit des 2 bis, 2 ter, etc., qui vont apparaître, par exemple, dans ce critère. Voilà, donc il y a des choses comme ça qui ont été renforcées, et donc qui amènent des précisions. Alors, j'aime pas trop parler de nouveautés. Alors oui, il y a des petites nouveautés, mais c'est pas que de la nouveauté. En fait, ce décret, à mon sens, il vient préciser des choses qui étaient déjà quelque part en vigueur. Il y avait une espèce de jurisprudence hein, qui existait dans l'enregistrement des dossiers. Mais là, ces précisions, elles ont été écrites et maintenant, elles vont donner un cadre précis pour tous les porteurs de projets et pour qu'ils sachent clairement à quoi s'en tenir lors des demandes d'enregistrement. Quand je parle de nouveautés, il y a par exemple cette petite nouveauté ici, c'est que quand on fait une demande dorénavant, et c'est valable pour le RS comme pour le RNCP, eh bien, on peut faire une demande d'enregistrement en présentant ce qu'on appelle, entre guillemets, une promotion, donc un ensemble de personnes dont les compétences ont été évaluées sur une année. Si on présente qu'une seule promotion, la durée maximale d'enregistrement du dossier sera pour une durée de 3 ans. Mais je dis bien que c'est une durée maximale, hein, ça pourrait être aussi moins, selon on va dire, le degré de confiance accordé lors de l'instruction et par la commission et selon les pièces apportées par le dossier. Et à partir de 2 promotions, eh bien, on peut viser une durée maximale d'enregistrement de 5 ans. Voilà, donc ça, c'est une précision importante. Et là où c'était peut-être un petit peu plus flou jusqu'à présent sur du RS, eh bien, c'est aussi le cas. Donc, voilà. Alors, si parmi nous, il y a des porteurs de projets qui aimeraient déposer un dossier, gardez cela à l'esprit parce que c'est effectivement un point très important.
On a une petite question de Laetitia. Quand on parle d'année, parle-t-on d'année civile obligatoirement? Alors oui, on va s'en référer à l'année civile. Alors je ne sais pas exactement si vous pouvez nous donner quelques précisions, Laetitia, mais oui, effectivement, on va dire, par exemple, là, actuellement, on est en 2025. Vous avez peut-être formé des personnes depuis le début de l'année. Vous avez peut-être organisé des sessions d'évaluation. Ça peut être une session d'évaluation tout de suite à la fin de la formation, ou peut-être que vous regroupez vos candidats sur une ou deux sessions à l'année. Bon, après, chaque potentiel certificateur s'organise différemment. Eh bien, tout cet ensemble de personnes va représenter une promotion. Voilà. Et puis ensuite, vous ferez pareil. Peut-être que vous avez pareil en 2024 et vous ferez pareil en 2026. Mais voilà, c'est comme ça qu'on va établir des promotions. Voilà, donc ce qu'on entend par promotion, c'est bien, vous prenez la date d'évaluation de compétences. Voilà. Alors ça y est, voilà. Quand on aborde ces questions-là, en général, il y a plein de questions qui apparaissent. Quand on parle d'année, parle-t-on d'année civile? Oui, ça on a répondu. Si ma promo est sur 2025-2026, par exemple. Alors, si vous, Laetitia, vous parlez d'une promo de formation qui a commencé en 2025 et qui va se finir en 2026, ça veut dire que les évaluations de compétences auront lieu en 2026. Et donc là, on parlera au sens certification de promo 2026. Voilà. Dans le RS, il faut attendre 5 ans. Alors non, il ne faut pas attendre 5 ans, pas du tout. Il faut constituer à minima une promo sur une année civile mais s'il n'y a qu'une seule promotion qui sera présentée, alors l'enregistrement, la durée maximale d'enregistrement sera de 3 ans. Le temps d'enregistrement à l'un ou l'autre répertoire est limité dans le temps. C'est pas une fois qu'on est enregistré ad vitam aeternam. Non, vous êtes enregistré pour une durée limitée et qui est déterminée lors de l'examen de votre dossier. Voilà. Nous avons formé un premier groupe de 3 personnes pour demander l'ERS. Il faut attendre 5 ans. Non. Alors après, la question c'est, est-ce que 3 personnes c'est suffisant? Est-ce qu'il y a 2 personnes? Tout dépend aussi de votre projet de certification parce que chaque projet est différent. Si on est sur des compétences vraiment de niche, une toute petite promo pourrait s'expliquer. Voilà, donc il faut regarder un petit peu le contexte. Là, c'est du cas par cas. Je ne me souviens plus bien, mais on n'avait pas des centaines de personnes pour votre projet. Non. On avait un petit panel de personnes. Oui, c'est ça. On a par contre choisi différentes professions pour que ça soit représentatif des compétences et du public cible également. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment, ça dépend. Et donc Virginie qui demande, un jury de certification égale une promo, c'est bien ça? Non, parce que dans une année, vous pouvez avoir plusieurs jurys de certification. Donc une promo, c'est vraiment la somme de toutes les évaluations, de toutes les certifications que vous avez faites sur l'année. Voilà. Pour un dépôt imminent d'un renouvellement de certification par rapport au décret, devons-nous obligatoirement déposer la promotion 2024? Alors, ça dépend. Si vous avez, donc là, vous déposez en 2025, et ça dépend si on est sur du RS ou du RNCP, ça dépend le recul qu'on a. On va peut-être creuser un petit peu cette question un petit peu plus tard, Malika, si vous êtes d'accord. N'hésitez pas à me donner des éléments de contexte, ça m'aidera aussi à vous répondre. Voilà, j'avance dans les slides parce que le temps passe très vite et qu'il y a plein de choses à dire. Voilà, donc là, simplement, tout est récapitulé dans les slides. Je vous laisserai les reprendre un peu plus en détail à la lecture. Donc, les critères sont étoffés. Oui, quelque part, ils sont renforcés, mais c'est vraiment étoffé dans le sens où ils apportent des précisions. Et ces précisions, il faut bien les avoir à l'esprit. Dans ces précisions, il est notamment indiqué qu'il faut prendre en compte les effets de la transition numérique, de la transition écologique, intégrer la prise en compte aussi du handicap. Bon, là, on était sur un sujet à part entière sur le handicap avec votre RS, Lucie. Mais toutes ces notions-là, il faut qu'elles soient analysées, étudiées et faire les choses avec beaucoup de bon sens quand on rédige, quand on crée les référentiels et qu'on explique tout cela dans le dossier. Donc, là où avant, c'était induit, là maintenant, c'est très explicite et donc, voilà, on ne peut plus passer à côté, c'est bien normal. Petite chose aussi à retenir, et pas des moindres, c'est ce qu'il se passe
par exemple, on pourrait avoir le cas d'un porteur de projet de certification qui force un peu la chose et qui dépose et redépose et redépose le même sujet après avoir été retoqué plusieurs fois. Après 3 refus d'enregistrement prononcés ou après examen des critères mentionnés aux articles, donc notamment du décret qu'on a partagé, et ce sur une période de 5 ans à compter de la date de... Apparemment, on a perdu Madame Fossati. Je pense qu'elle va se reconnecter. Je suis là, je suis là. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose, un esprit. J'aurais été bien en peine de continuer la suite. Je reprends le fil de mes explications. Excusez-moi, je ne sais absolument pas ce qui s'est passé. Hop, oui, la page diffusée. Là, voilà. Bon, excusez-moi, petit aléa du direct, je pense. Voilà, donc je disais simplement que aujourd'hui, on va être limité sur le nombre de dépôts et après refus. Si on cumule 3 refus sur une période de 5 ans à compter de la date de notification du premier refus, eh bien, on ne va plus pouvoir solliciter une nouvelle demande d'enregistrement portant sur le projet, voilà, avant l'expiration d'un délai d'1 an. Et c'est fait aussi pour éviter les dépôts intempestifs avec des modifications qui ne sont pas forcément très, très parlantes et qui, en fait, mobilisent un temps fou à l'instruction. Il faut voir que les instructeurs font un travail d'enquête, d'analyse de vos dossiers hyper approfondi. C'est pas juste comme ça survolé. Ils rentrent vraiment dans le dossier. Et donc, si à chaque fois on propose des dossiers, pardon, mais qui tiennent pas trop la route, forcément, c'est autant de temps de pris potentiellement sur des dossiers qui, eux, sont peut-être plus aboutis. Voilà, donc ça aussi, il faut le garder à l'esprit. Voilà. Alors, petit zoom sur les pièces du dossier dans le cas du RS. On va commencer par le RS. Qu'est-ce qu'on va trouver dans notre dossier? Bon, peut-être que ça va raviver de bons souvenirs ici. Un référentiel de compétences et d'évaluation. Alors tiens, là, je m'arrête 2 secondes. Qu'est-ce que vous en avez pensé de l'élaboration de ce dossier, des différentes pièces? J'ai trouvé ça très intéressant parce que ça nous pousse nous-mêmes, même au niveau de la formation, à se poser les bonnes questions. Quels sont réellement les blocs de compétences qu'on va mettre à disposition du public? Et donc, de ce fait, c'est vraiment la base. On commence par ça, en fait. Une fois qu'on a ce référentiel, après, on peut développer tout ce qui est notes d'opportunité et autres. Alors, et là, c'est selon les dossiers. Alors, parfois, on commence par la note d'opportunité. Parfois, on la fait en parallèle du référentiel. Parfois, on la fait après. Ça dépend un peu aussi de la matière et du sujet de la certification. Là, j'ai envie de dire, même sans avoir fait quelconque recherche, fallait pas réfléchir longtemps pour se dire que ces compétences, elles ont vraiment une utilité sur le marché du travail et qu'elles répondent à un besoin. Après, il a fallu documenter, effectivement, dans la note d'opportunité en disant, par exemple, le pourcentage de personnes en entreprise qui est concernées par l'accueil du public, et en soi, oui, il y en a quand même pas mal. Le nombre de personnes qui ont besoin de ces compétences, le nombre de personnes, enfin le pourcentage de la population qui est touchée par des problèmes de perte d'audition. Et donc tout ça triangulé, j'ai envie de dire, permet de déterminer l'opportunité économique et sociale du projet de certification. Donc voilà, donc nous, c'est vrai que dans ce dossier-là, on avait commencé par le référentiel de compétences. Et donc, il y a une écriture en compétences à respecter pour bien formaliser ces fameuses compétences. Donc, référentiel, note d'opportunité, valeur d'usage. Alors, valeur d'usage, ça peut être, pourquoi pas, dans le formalisme, un document à part, ou ça pourrait être intégré aussi à la note d'opportunité. Je crois que dans votre dossier, on avait intégré oui, à la... oui. Voilà. Et là, il s'agit d'expliquer de manière très concrète,
très pragmatique, en quoi la certification, en quoi les compétences du référentiel ont apporté un vrai bénéfice aux titulaires de ces compétences. Et alors, je me souviens, dans votre dossier, Lucie, qu'on avait tout un panel de personnes avec des profils hyper différents et qui ont témoigné et qui ont, notamment à travers de lettres de témoignages, raconté leur histoire et ont expliqué comment ils se servent de leurs compétences voilà, en situation de travail. Donc, enfin, sans citer de nom, mais je me souviens qu'on avait une dame qui travaillait chez Air France. Oui, oui, j'ai eu pas mal de personnel d'Air France qui sont en contact forcément avec le public et qui ont pu montrer toute l'opportunité d'avoir ce contact avec les personnes sourdes et malentendantes. Sur le terrain, vraiment, ils ont vécu des personnes qui ont fait face à des incompréhensions au niveau des bagages, qui étaient perdus. Et puis, du coup, elle était capable, en tout cas, de pouvoir expliquer un minimum de choses, les renseigner, les orienter également vers quelque chose de plus précis. Et vraiment, en tout cas, cette personne, elle a beaucoup apprécié. On a aussi une personne qui travaille en pharmacie, et elle, du coup, elle a forcément des patients sourds ou malentendants qui viennent le voir. Et maintenant, on peut dire que tout le monde afflue vers cette pharmacie parce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un qui est capable de pouvoir interagir avec eux de manière solide malgré tout. Et ça, c'est super, quoi. Chose importante, dans ce référentiel, il n'est pas question de parler la langue des signes. Hein. Non. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'il est question d'interagir. C'est ça. Donc, voilà. Parler la langue des signes, c'est plus vaste et c'est plus long. Mais par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que tout le monde n'est pas apte ni désireux de faire une formation de langue des signes qui durerait peut-être 3-4 ans. Mais par contre, tout le monde se soucie de pouvoir interagir avec le public, qu'il soit d'une langue étrangère ou qu'il soit, par exemple, locuteur de la langue des signes. Si on connaît, si on balbutie quelque chose et si on sait comment ça fonctionne, ça permet d'interagir simplement. Tout à fait. Et alors, c'est très exactement ça qui a été expliqué dans votre dossier, notamment dans la note d'opportunité. Et la note d'opportunité et la valeur d'usage sont deux aspects qui se répondent l'un à l'autre. C'est on crée cette certification parce que, regardez, on démontre à travers la valeur d'usage l'utilité des compétences. Donc, c'est vraiment deux phases qui se parlent et qui se répondent. Et on a pu démontrer que dans le quotidien professionnel, ça s'intégrait, c'était facile à mettre en œuvre, enfin facile, enfin en tout cas, oui, une fois qu'on maîtrise les compétences, forcément, c'est simple à mettre en œuvre, et qu'il y a des vraies personnes qui s'en sont saisies et qui en témoignent. Voilà. Bon, ça, c'est pour vraiment l'aspect construction, démonstration, etc. Et puis après, il y a aussi l'aspect démonstration de la solidité du porteur de projet de certification. Et quand je dis solidité, c'est sa capacité à organiser le processus certificatif, à mobiliser des jurys, à contrôler que le processus fonctionne. Donc, tout ça va être formalisé dans des documents. Alors, ils ont différents petits noms. Moi, je reprends toujours les mêmes procédures d'assurance qualité, règlement d'évaluation. Et donc, ces documents ont permis de structurer votre activité maintenant de certificateur et de poser très clairement les règles du jeu de la certification dans votre structure. Ça vous a permis de comprendre aussi votre rôle de certificateur, peut-être? Oui, c'est vrai, parce que déjà, être capable d'organiser tout ça, de formaliser tout ça, c'était très important. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile, par exemple, au niveau jury, de trouver les éléments compétents qui vont pouvoir le faire d'une manière, comment on dit, sans parti pris, d'une manière objective. Donc, qu'est-ce qu'on leur fournit pour pouvoir donner une évaluation objective
de l'apprenant, du candidat à la certification. Ouais. Donc, vous avez bâti une grille d'évaluation, pareil, hein, une grille d'évaluation. Alors, dit comme ça paraît être quelque chose de très scolaire, mais une grille d'évaluation qui, au final, permet à votre jury oui, de sécuriser son évaluation et de la faire de manière très objective, très impartiale. Il observe, il écoute. Voilà, on coche la case oui, non. Est-ce que la personne a démontré qu'elle avait cette compétence, et de ce fait, il n'y a pas de doute pour le membre du jury, il sait exactement s'il peut cocher ou non la case, en fait. Tout à fait, voilà. Bon, et après, souvent, c'est aussi une phase qui est assez intéressante à co-construire avec des potentiels futurs jurys, parce que, et d'ailleurs, petite préconisation au passage, quand vous lancez un projet de certification, faites une phase test, prenez une grille d'évaluation, mobilisez des jurys, mettez-les en situation face à un candidat, alors un vrai candidat ou un cobaye, pour vérifier que la grille d'évaluation fonctionne, que les compétences sont compréhensibles par tout le monde dans leur formulation. Voilà, les bêta-tests sont très, très utiles pour cette partie procédure d'assurance qualité règlement d'éval. Oui, c'est vrai que nous-mêmes, on a pu ajuster des choses justement en faisant ces examens tests, et avec l'avis d'autres membres du jury, on a pu modifier légèrement ce qu'on avait prévu au départ. Ouais, oui. Et donc après, ça donne quelque chose de très pratico-pratique à mettre en œuvre, hein, finalement. Une fois que toutes les questions ont été épuisées, bon, après, ça n'empêche pas qu'il y en ait des nouvelles après, mais en général, ça se passe plutôt pas mal. Et autre élément aussi à joindre au dossier, la convention de partenariat. Alors, la fameuse convention de partenariat, qui, lorsque je la présente aux porteurs de projets de certification, me font un retour en disant « Oui, mais moi, j'ai pas l'intention de mettre en place un partenariat. » Non. Dans un premier temps, c'est évident. Il n'empêche qu'il faut la construire, cette convention de partenariat, parce que rien ne dit qu'après coup, vous ne déciderez pas de créer un réseau de partenaires. Et de toute façon, c'est demandé, hein, enfin, c'est à fournir au dossier. Et il faut intégrer dans cette convention de partenariat les nouvelles mentions, on va les appeler comme ça, qui ont été précisées dans le décret. Alors, il y en a une dizaine, hein, si je ne dis pas de bêtises. Alors, au final, donc, dans l'ancienne version qu'on avait des conventions de partenariat, que je travaillais avec les porteurs de projets, il manquait pas grand-chose, mais il y a quand même des choses qu'on a modifiées, qu'on a précisées. Et il faut bien cadrer cet aspect-là. Et maintenant, j'ai envie de dire, c'est tellement exhaustif que ça permet aussi d'anticiper les audits que vous pourriez faire auprès de vos partenaires, rien qu'en vous basant sur cette checklist de mentions qui doivent figurer dans la convention de partenariat. Donc, par exemple, quelles sont les qualifications du formateur qui va intervenir pour préparer la certification, combien de personnes maximum vont pouvoir être évaluées lors d'une session. Enfin, voilà, c'est des choses comme ça. Et bon, évidemment, les conditions financières. Enfin, il y a tout un ensemble de choses qu'on va retrouver dans ces conventions et qui doivent être écrites noir sur blanc. Voilà. Je veux peut-être juste revenir, il y a une question de Laure qui parle des redondances éventuelles qu'il peut y avoir entre la note d'opportunité et la valeur d'usage. C'est vrai que moi, j'ai constaté, c'est un petit peu ça qui nous chiffonne, nous, pas experts de la matière, c'est qu'on a l'impression de répéter beaucoup, mais détrompez-moi peut-être, mais j'ai l'impression qu'il vaut mieux répéter dans chaque partie quelque chose qui nous paraît évident, mais que de ne pas le mentionner du tout. Alors, ça, c'est clair. Alors après, l'idée, c'est pas aussi le dossier, il est volumineux, il est long à établir, donc le but, c'est pas de s'éparpiller, mais je vous rejoins, il vaut mieux parfois un petit peu se répéter plutôt que d'omettre certains éléments intéressants. Donc, je lis votre question. Laure, dans un dossier RNCP, la valeur d'usage, vous la démontrez dans la note d'opportunité ou dans le dossier ou dans les deux, dans les témoignages en annexe. En fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on traduit par valeur d'usage ?
Moi, j'ai souvent, je ne dis pas toujours, hein, mais souvent tendance à rédiger une note d'opportunité dans laquelle je vais intégrer en deuxième partie une partie qui va s'appeler valeur d'usage et dans laquelle je vais faire parler les enquêtes auprès des titulaires des compétences. Donc, on liste les titulaires des compétences, nom, prénom, fonction, où ils travaillent, l'entreprise, etc. On fait parler les enquêtes, c'est-à-dire qu'on a les enquêtés auprès d'eux. Dans le cadre de Calliope, c'est des choses que vous faites assez naturellement. On va leur demander comment ils utilisent les compétences qu'ils ont acquises, et puis voilà, on va faire parler les enquêtes. Et puis parmi ces personnes, il y a peut-être un certain nombre de personnes aussi, enfin c'est pas peut-être, c'est même sûr, un certain nombre de personnes que vous allez solliciter pour écrire des lettres de témoignage. Et ces lettres de témoignage, effectivement, on va les joindre en annexe, pourquoi pas à la note d'opportunité. Et n'hésitez pas aussi à les faire parler ces lettres en disant, mais regardez, voilà, un tel, dans son quotidien professionnel, voilà aujourd'hui ce qu'il est en mesure de faire, tel autre, voilà quel impact ça a eu sur son activité. Selon la nature de la certification, il peut y avoir des impacts, je ne sais pas, des répercussions en termes de nombre de clients, de chiffre d'affaires, de prise de confiance, enfin, on peut imaginer plein de choses. Tout dépend, encore une fois, du sujet de la certification et de sa portée. Je remonte un petit peu aussi pour reprendre une question de Malika. Il s'agit d'un renouvellement d'une certification RNCP, sachant que la promo 2024 a été certifiée fin octobre 2024. OK, donc fin octobre 2024. Donc là, donc ça date d'il y a un an. Donc il faudrait avoir le retour d'insertion professionnelle à 6 mois et pourquoi pas aussi à 12 mois. Voir comment la certification a impacté la trajectoire professionnelle des titulaires de la promo 2024. Parce que là, si je comprends bien, donc vous allez avoir potentiellement une promo qui va sortir en 2025, mais celle-là, si vous la déposez prochainement, votre certification, il n'y aura pas grand-chose à dire parce qu'on n'aura pas 6 mois de recul. Donc, il faut toujours avoir un minima 6 mois de recul sur la dernière promo pour pouvoir évaluer l'impact de la certification sur la trajectoire professionnelle de chacun des titulaires. Voilà. Il y a plein de questions. Alors, je n'ai pas trouvé sur le site de France Compétences l'info ni comment s'inscrire au webinaire. Alors n'hésitez pas, c'est une bonne question. N'hésitez pas à me faire un petit mail. Dans ces cas-là, je vais essayer de vous rerouter le post LinkedIn. En tout cas, sur LinkedIn, c'est sûr, vous pourrez le trouver avec le lien d'inscription. Voilà. Voilà. Merci Malika pour le retour à Anne-Clotilde, parfait. Faire parler les chiffres dans la note d'opportunité, ce n'est pas redondant. Bon, ça, on en a parlé. Ok, super, parfait. On est à jour. Ok, on continue. Côté RNCP, je ne reprends pas les mêmes éléments, mais à cela vont s'en ajouter d'autres, notamment le suivi et l'analyse de l'insertion professionnelle. Et je parle d'analyse fine, le fameux tableau demandé par France Compétences de suivi d'insertion professionnelle, vous savez, avec les petites listes déroulantes où on va, pour chaque titulaire, préciser si le statut, le type de poste occupé, est-ce que c'est un CDD, un CDI ou autre, etc. Et donc, il faut bien compléter ce tableau et surtout le commenter, l'analyser. Ça ne va pas de soi, ce qui est écrit dedans. Parfois, il faut contextualiser, expliquer un petit peu plus. Peut-être que selon la nature de cette certification, les titulaires seront plus destinés à créer leur activité ou au contraire à être salariés, mais au départ, de manière assez progressive, il va y avoir parfois, ça arrive, un espèce de vase communicant, ils vont cumuler plusieurs activités, puis après, à terme, n'en avoir qu'une seule, celle de la certification. Voilà, et tout ça, il faut le contextualiser, il faut l'expliquer. Petite remarque, en juillet, le tableau a été modifié. Donc là, maintenant, si vous prenez la dernière version du tableau lors des demandes d'enregistrement, les colonnes relatives à la rémunération ont disparu. Voilà, donc mettez-vous à jour et surtout utilisez la bonne version du tableau, parce que si vous restez sur la version de décembre 2024, attention, c'est plus la bonne version, tout simplement. On va trouver aussi, en plus des mêmes éléments qu'on retrouve pour du RS, deux autres éléments là, que vous avez sur la droite de l'écran. La procédure VAE, avec le volet, cette fois, qu'il faut rajouter étude de faisabilité.
Je pense que ça méritera un webinaire à part entière sur ce sujet-là. Et les documents, j'aime pas dire annexe parce qu'on dirait que c'est optionnel, mais pas du tout. Hein, c'est le document à joindre, à compléter de manière fine et exhaustive, qui parfois peut laisser penser que c'est un petit peu redondant avec la note d'opportunité. Donc, mais tant pis, il vaut mieux que ce soit redondant et bien complété. Et l'identification des correspondances, et que je vous conseille de faire de manière régulière à partir du moment où on est un certificateur RNCP enregistré, de ne pas attendre, et ça c'est l'identification des correspondances, pardon, elle est valable aussi pour du RS, hein, mais de ne pas attendre le renouvellement, mais de le faire de manière assez régulière. Une fois par mois, c'est peut-être un peu beaucoup, mais en tout cas, checker tous les enregistrements chaque mois sur les décisions de France Compétences, identifier les certifications qui pourraient présenter des correspondances avec la vôtre et le cas échéant, mettez à jour ce document pour le transmettre à France Compétences, tout simplement pour montrer que vous êtes à jour. Voilà. Voilà. Hop, je vois apparaître des petites questions. Est-ce que cela veut dire qu'il ne faut plus interroger les diplômés sur ce sujet de la rémunération ou bien toujours utile d'émettre ces enseignants? Bon, très très bonne question, Laure. Moi, j'aurais tendance à vous suggérer de continuer à interroger sur la rémunération, mais pour avoir une donnée globale et avoir une vue sur l'évolution aussi de la rémunération sur un titre. Donc là, on la communique plus de manière nominative, mais pour autant, personnellement, c'est quelque chose que je continuerai à faire. Voilà, pour avoir des éléments d'observation, encore une fois, ça fait partie de l'impact sur la trajectoire professionnelle. Voilà. Passons à présent à la partie erreurs et fragilités récurrentes. Comment y remédier? Voilà. Alors, ici, l'idée, c'est de faire un petit récap sur les petites erreurs assez courantes ou alors erreurs ou choses que potentiellement on peut améliorer voilà, dans un dossier et de mettre à chaque fois en miroir des pistes d'amélioration. Voilà, donc ce qu'on voit souvent dans les référentiels, c'est qu'on a des activités, des compétences trop génériques, décontextualisées, des formulations parfois très alambiquées, très complexes, alors qu'on peut faire plus simple. L'écriture en compétences, même si au départ, c'est pas un exercice simple et voilà, les porteurs de projets râlent un peu, eh bien, on se rend compte que quand on l'applique finalement de manière un petit peu scolaire au départ, ça donne quand même une structure très intéressante. Le verbe d'action, l'objet, les moyens voilà, de mise en œuvre et là où les finalités de la compétence. Et ça donne une visualisation assez claire de la compétence. Mais tout ça ne doit pas être, être fait pour être fait. Il faut le faire avec beaucoup de réflexion et toujours tenir compte de et la prise en compte du handicap et la transition écologique et la transition numérique, parce que tous les métiers, toutes les compétences évoluent. Et il y a plein de choses à prendre en compte. Donc voilà, c'est pas juste rédiger pour rédiger, il y a une vraie réflexion et on y revient. C'est au départ, on a une masse brute et puis au fur et à mesure, on taille jusqu'à avoir notre petit diamant qui apparaît. Voilà, ça prend un certain temps. Mais au final, voilà, on a des jolis référentiels. Donc, des référentiels clairs et lisibles et compréhensibles pour quelqu'un qui n'est pas du tout de la partie. Et c'est ça qui est important aussi. Voilà, donc parmi les bonnes pratiques, c'est un peu une collecte, un recueil d'expériences, donc dissocier pédagogie et certification, partir des besoins du marché, construire une architecture claire, donc bac, bloc, activité, compétences si on est sur du RNCP, compétences sur du RS, respecter l'écriture en compétences. Et je vous ai mis en bas des petits leviers pratiques. Encore une fois, c'est des petits fruits de réflexion. Donc, tester la lisibilité du référentiel auprès d'un non-initié. Voilà. Faites lire à quelqu'un qui n'est pas de la partie et est-ce qu'il comprend? Est-ce qu'il comprend le métier? Est-ce qu'il comprend les compétences juste en un coup d'œil? Et ça, déjà, c'est presque gagné si c'est lisible. Tester la grille d'évaluation aussi, on en a parlé tout à l'heure.
Voilà. Concernant la note d'opportunité, éviter les notes d'opportunité qui auraient tendance à être un petit peu trop marketing en mettant en valeur le porteur de projet, sa notoriété, son image, etc. En fait, c'est pas du tout l'objet de la note d'opportunité. On n'est pas là-dessus, et ça peut être déstabilisant. Hein. Bon, moi je me souviens, Lucie, que pour votre projet, en fait, il y avait tellement de choses à dire qu'on a eu le problème inverse. Oui, il fallait trier les informations et sélectionner les plus pertinentes, ça c'est sûr. Et puis par rapport au deuxième point, l'analyse trop technique ou jargonique, ben, c'est vrai que chaque métier ou chaque formation a parfois ses appellations qui sont compréhensibles seulement en interne. Et donc, ça aussi, il faut vraiment l'expliciter sur la note d'opportunité quand il y a quelque chose qui pose question, vraiment vulgariser, entre guillemets, ce que nous, on manipule tous les jours. Ouais. Voilà, donc il y a certains travers dans lesquels il ne faut pas tomber. Et puis après, il y a aussi se mettre à la place de l'instructeur, l'instructrice qui va lire votre dossier et qui, quand il voit arriver une note d'opportunité de 150 pages, ne l'effrayez pas tout de suite, ou alors il faut vraiment que ce soit pertinent ce que vous ameniez. Donc inversement, je ne saurais pas vous dire à partir de combien de pages une note d'opportunité est une bonne note. En fait, ça ne dépend pas du tout du volume, ça dépend de l'argumentaire qu'il y a dedans et de ce qu'il y a à démontrer. Hein. Peut-être que pour certaines, quelques pages suffiraient, puis d'autres, voilà, il y a plein d'autres choses à dire et à prendre en compte. Voilà, donc quelques pistes de bonnes pratiques, et notamment un levier pratique, un storytelling lisible. Donc, partie des éléments du contexte, identifier du marché, les besoins en termes de compétences, les besoins aussi anticipés, parce qu'on voit que le marché est en train d'évoluer, que peut-être que dans quelques temps, les compétences d'aujourd'hui seront obsolètes, donc il faut anticiper, mais encore faut-il le démontrer, d'accord? Donc on identifie les besoins, et puis on va démontrer que les compétences qui se situent dans le référentiel que l'on propose répondent à ces besoins. Voilà, donc en fait, le fil rouge, il est là, hein, d'une bonne note d'opportunité. Autre fragilité courante cette fois, donc dans l'assurance qualité et règlement d'évaluation, et bien parfois on a, alors c'est assez courant, mais c'est en même temps tellement incompréhensible, des espèces de copier-coller, parce qu'on allait récupérer un document chez un autre certificateur, on se l'est un petit peu approprié, on l'a bricolé, et puis on se rend compte qu'en fait ça ne colle pas du tout à son propre projet. Donc ça, il faut faire un petit peu attention. Oui, bien sûr, on peut partir d'un document, pourquoi pas, mais après, il faut vraiment penser la certification. Et pour la penser, il n'y a rien de tel, et de toute façon, aujourd'hui, la question ne se pose plus, puisque le décret, là je pense surtout au RS, hein, pose clairement les choses. Il faut la mettre en œuvre, cette certification. Il faut la tester grandeur nature. Il faut la mettre en œuvre 1 fois, 2 fois, 10 fois s'il faut, mais voilà, il faut pouvoir s'assurer que le processus certificatif fonctionne et qu'il est fluide, et qu'il n'y a pas d'éléments là qui vont venir mettre des bâtons dans les roues au bon fonctionnement de la certification. Autre chose, des procédures tellement strictes, tellement lourdes qu'elles seront impossibles à mettre en œuvre. Donc sur le papier, ça pourrait presque être suffisant, mais après, au niveau de l'instruction, ça peut susciter des questions. Mais comment est-ce qu'ils vont faire pour mettre tout ça en œuvre? Donc voilà, parfois, il faut aussi rester logique et pas créer des usines à gaz. Et encore une fois, il n'y a qu'à travers la mise en œuvre qu'on peut se rendre compte vraiment des choses. Voilà, donc là, parmi les petits leviers pratiques qu'on peut vous suggérer, c'est de faire relire les procédures par les jurys, les partenaires, parce que ce sont les personnes, les parties prenantes avec lesquelles vous allez être amené à interagir et qui seront soumis à ces documents, donc pour vérifier la compréhension avant de déposer. Voilà. Si eux-mêmes vous relèvent certains points en disant « mais attendez, là vous avez écrit ça, mais ça, comment est-ce qu'on va le mettre en œuvre ?» Voilà, autant de choses à clarifier, parce que à partir du moment où des questions sont soulevées par ces interlocuteurs, elles pourront aussi se présenter à l'instruction. Je regarde. Ah, super, il y a Amélie qui vous a mis le petit lien d'inscription pour le webinaire de France Compétences. Donc ça, c'est parfait. Merci beaucoup, Amélie. Super, très bien. Voilà pour ça. Et pour l'insertion professionnelle, alors
alors autant sur du RNCP, c'est quand même bien structuré par le tableau mis à disposition par France Compétences. J'ai souvent tendance, voilà, je suggère de s'inspirer du tableau RNCP pour construire la valeur d'usage du RS. Ce tableau, bon, ok, on pourrait dire c'est un peu lourd, il faut compléter, il y a plein de choses à saisir, mais en même temps, c'est le meilleur moyen, cette collecte de données, ces enquêtes régulières auprès des titulaires, de s'assurer que la certification, elle a du sens pour le marché du travail. Donc, voilà, au-delà de simplement remplir un tableau, c'est aussi de comprendre l'impact qu'a la certification dans le quotidien professionnel des titulaires. Voilà, donc là, il y a un vrai, quand je dis que le porteur de projet de certification, c'est un Sherlock Holmes des temps modernes, il va rassembler plein d'éléments. Et comment est-ce qu'il va les rassembler? Eh bien, il va aller enquêter, il va aller demander des lettres de témoignage, il va interviewer carrément les titulaires. Nous, c'est un exercice qu'on fait beaucoup avec les porteurs de projet. Prendre notre petit bâton. Alors souvent, le porteur de projet, il appelle les titulaires en disant il y a quelqu'un qui va vous appeler de notre part pour récolter des éléments. Et puis on y va. Et puis parfois, on y va avec le porteur de projet et on interviewe le titulaire et dit alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans votre quotidien, quelles compétences, comment vous l'utilisez. Et alors là où parfois certains au départ nous disent oh ben non, moi je me sers plutôt des 3 premières compétences du référentiel, mais pas de la 4e et de la 5e. En fait, en tirant les verres du nez, on se rend compte qu'il se sert de tout. Donc voilà, bon, je dis ça avec beaucoup de sympathie, hein, parce que il y a un vrai travail d'enquête pour éviter les remplissages artificiels de données. Non, c'est vraiment, on va creuser. Et pour ça, vous avez des outils. Alors, vous pouvez très bien le faire par vous-même, avec vos propres fichiers. Enfin voilà, rien ne vous oblige à utiliser des outils. Après, au-delà d'un certain volume de formation et de certification, il n'est pas inintéressant pour des soucis de praticité, de fluidité, de gain de temps, de se doter de certains outils. Il y en a qui sont très bien faits. Datalumni pour les enquêtes, Digiformat, aujourd'hui croisé avec MyCertif, pour le recueil des enquêtes et puis pour plein de choses, pour convoquer les jurys, pour éditer les parchemins. Enfin voilà, tout est automatisé. C'est vraiment pas négligeable et c'est une aide précieuse pour les certificateurs enregistrés. Voilà. Je vous disais tout à l'heure, petit clin d'œil quand vous faites votre veille, puisque en tant qu'organisme de formation et en tant qu'organisme de certification, on fait sa veille. Quand vous voyez les décisions d'enregistrement et que quand vous avez déjà une certification qui est enregistrée, que vous voyez qu'il y en a une autre là qui apparaît et qui présente des aspects assez similaires avec la vôtre, faites votre identification des correspondances, mettez à jour votre document, communiquez-le à France Compétences. Il faut mettre à jour. Surtout, alors, quand il n'y a pas de correspondance, c'est une chose, mais bon, tant qu'à faire, faites-le, hein, c'est pas inintéressant. Et surtout, s'il y a des correspondances, parce que là, tout l'intérêt, c'est pour les personnes qui souhaitent suivre des parcours, de pouvoir avoir un repère fiable, se dire, tiens, moi, si j'ai tel bloc de compétences, ça va potentiellement me donner la validation de tel autre bloc ou de tel autre RS. Voilà, donc encore une fois, c'est de l'utilité publique, donc c'est pas, on a un vrai rôle en tant que certificateur à assumer. On arrive à la fin de notre heure passée ensemble. Excusez-moi, Lucie, je parle beaucoup, mais c'est vous l'experte. Oui, en tout cas, merci beaucoup d'être là et de nous partager vos retours, parce que c'est précieux pour nous. Pour aller un petit peu plus loin, on a mis en place là depuis 1 an et demi maintenant des petits ateliers pratiques pour renforcer les dossiers RS RNCP. Alors c'est un tout petit comité, c'est maximum 6 personnes, parce que sinon on n'a pas le temps d'aborder les sujets des uns et des autres. Et selon les ateliers, parfois c'est même un petit peu moins. Donc là, on refait une série d'ateliers. On en fait un sur chaque thématique. Donc là, le prochain, c'est les référentiels. Donc on l'a programmé pour le 8 octobre le matin, si je dis pas de bêtises, je ne me souviens plus. Et donc là, le but, c'est vraiment de travailler avec vous sur votre projet de certification. On décortique votre référentiel, qu'est-ce qui va pas. Main sur le clavier, on travaille ensemble et on améliore. Voilà. Donc c'est vraiment du pratico-pratique. Voilà, donc alors on essaye aussi de faire des tarifs les plus abordables possibles parce que c'est un vrai investissement, le travail de la certification.
Et pour ceux, en tout cas, qui auraient envie d'échanger, de pratiquer et d'avoir une vue un peu en live sur chaque pièce de leur dossier, c'est avec grand plaisir qu'on vous invite à vous inscrire à nos petits ateliers. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez quelques autres petites questions, c'est le moment, avant qu'on mette une clôture à notre webinaire. Alors, je regarde, Anne-Clotilde, comment rechercher les correspondances sur le plan pratique, masse de certification, merci. Eh bien, moi, je n'ai pas de meilleur conseil à vous donner, Anne-Clotilde, que de faire de la veille tous les mois, à chaque fois qu'il y a une décision d'enregistrement, de le faire de manière très, très régulière. Quand on est, et là, je vous parle d'une expérience, là, récemment, on a travaillé sur un sujet sur les ressources humaines. Je ne sais plus combien il y a de certifications enregistrées au RNCP en RH, c'est colossal. Donc, le travail d'analyse, d'analyse des correspondances, d'identification des correspondances, je pense qu'on y a passé presque 4 jours. Ça a été terrible. Voilà, parfois, ça va beaucoup plus vite. Mais c'est vrai que si on le fait de manière régulière, ce n'est que mieux. Après, je vous l'accorde, selon les sujets, selon le projet, la nature du projet de certification, quand c'est pour un premier dépôt, ça peut être plus ou moins long. Mais il faut vraiment aller décortiquer bloc à bloc, et puis entre bloc et RS aussi potentiel pour bien faire le tour de la question. Après, je glisse un petit conseil au passage, si vraiment il y a un travail colossal à faire, parce que ça peut arriver, il faut regarder aussi par rapport aux dates de validité d'enregistrement et se concentrer sur les dates de validité les plus longues, parce que voilà, et de bien indiquer à France Compétences que celles qui sont proches d'une échéance et qui, on ne sait pas si elles vont être renouvelées ou pas, et bien que ce travail potentiellement sera fait après coup, une fois les renouvellements effectifs. Mais par contre, chose promise, chose due, il faut le faire. Voilà, on ne fait pas de promesses qu'on ne peut pas tenir. Voilà. Ah tiens, une proposition de webinaire. Je prends toutes les propositions de webinaire, ça c'est extra. Une proposition de webinaire, dépôt en co-certification, très intéressant et merci beaucoup. Oui, je pense que ce sera une très bonne chose qu'on programme ça. Il existe un site qui aide à la... analyse emploi. Oui, très bien, analyse emploi. Alors, ça je me le réserve pour un peu plus tard. Je reviendrai vers vous avec ce sujet-là. Donc, une aide à la mise en correspondance. Très bien, merci beaucoup. Lorsqu'on débute dans le monde de la formation pro, y a-t-il des éléments à prendre en compte tout de suite dès la certification Calliope qui pourraient être utiles dans un dépôt RS RNCP? Oui, totalement. Je pense que là aussi, ça mériterait un webinaire. Perrine, n'hésitez pas. Alors, pour les personnes qui souhaiteraient, voilà, on peut en discuter un petit peu en off et n'hésitez pas à me faire un petit mail ou même un coup de fil ou une visio, ce sera l'occasion d'échanger. Mais oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, allez, l'heure étant l'heure, je tiens à vous remercier toutes et tous, en tout cas pour la richesse de vos participations, de vos échanges. Il y a tellement de choses à dire. Bon, on ne peut pas tout faire tenir. Lucie Roland, merci beaucoup de votre présence, du sujet que vous portez et qui, je l'espère, sera diffusé au plus grand nombre au sein des entreprises et qui sera porté, et là, un appel national aux entreprises pour qu'elles donnent de votre référentiel toutes les personnes, tous les professionnels qui font de l'accueil du public parce qu'elles sont d'utilité publique, ces compétences, elles sont fondamentales. Donc, on n'hésitera pas à se faire le relais. Et vous qui avez participé au webinaire, n'hésitez pas aussi à vous faire le relais de cette magnifique certification. Et merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez rajouter un petit mot, le petit mot de la fin. Moi, je voulais vous remercier, vous, parce que l'accompagnement qu'on a reçu était essentiel. C'est vrai que quand on fait pour la première fois, c'est impossible de le faire par soi-même. Il faut connaître les clés et voilà, ne serait-ce que la façon dont on rédige tout cela, ça demande une expertise. Et je vous remercie encore parce que grâce à vous, on a eu beaucoup de succès. Bon, en tout cas, chacun son domaine d'expertise. Et tant mieux. Enfin, en tout cas, j'en étais la première ravie de voir ce bel enregistrement.
Et voilà. Et tiens, encore des suggestions, mais vous êtes au top aujourd'hui. Ce serait intéressant de savoir comment vous êtes réparti le travail entre OF et consultant. Bon, allez, on va faire une petite table ronde. Je pense que on va faire un webinaire avec plusieurs certificateurs OF autour de la table et chacun exprimera comment il a travaillé. Je pense que ça peut être super intéressant et inspirant aussi pour ceux qui veulent se lancer. Merci beaucoup. Un très bon appétit à tout le monde. Et à très bientôt. Bonne journée à tous.